Nous allons pouvoir passer à la seconde partie, la partie méthodologie. Concrètement, comment on s'y prend? Alors allons-y. Vous voyez à l'écran s'afficher une douzaine de thématiques qui sont l'ensemble des thématiques qui peuvent être concernées lors d'un audit RH-QVT. Si on les balaye, on va avoir à la fois la notion de recrutement, les objectifs d'embauche, les processus de recrutement, la stratégie d'attraction des talents, tout un volet. La notion de communication interne, avec de la communication écrite, orale, formelle, informelle à ne pas minimiser, horizontale, d'une équipe vers une autre, d'un métier vers un autre, mais également verticale, la communication entre la direction et les équipes au sens large. On va également s'intéresser à la notion de compétences. Les compétences sont-elles référencées? Les compétences sont-elles amenées à être développées? Les managers ont-ils les bonnes clés en main pour accompagner leurs équipes? Sont-ils suivis correctement? Voilà un ensemble de questions qui portent souvent de longues recommandations derrière. On va parler aussi d'administration. Je parlais tout à l'heure de juridique et de documentation. Là, on va s'assurer que les systèmes de gestion en place, les règlements et l'ensemble de la documentation légale soient bien en place et que les choses soient bien faites et structurées. C'est une partie qui est, bien qu'elle soit mise à niveau d'importance égale aux autres par ici, qui est juste vitale et essentielle et voire même un bon point de départ, si je peux vous donner un conseil pour cadrer les choses et ensuite aller vers le plus. Les relations sociales vont être un axe très intéressant d'étude, à la fois en termes de représentation du personnel, d'élections et de négociations obligatoires, donc encore une fois on est sur du légal, mais également en termes de sentiment d'intégration, de cohésion, voilà. Ce qui recoupe avec la convivialité. Ces deux points-là vont être très liés. La convivialité va réunir les besoins en team building, à la fois y a-t-il du besoin, quel type de besoin, et puis le pilotage de l'ambiance en général. Vous pourrez rencontrer des entreprises et des équipes dans lesquelles l'ambiance est incroyable et sur lesquelles il y a très peu de choses à faire car de même ou par le passé les choses ont été faites, mais également vous pourrez faire face à des problématiques qui vont vous demander un effort sur la partie convivialité pour faciliter l'ensemble des autres thématiques. On parle également d'engagement. Les salariés sont-ils fidèles? Sont-ils engagés? Sont-ils motivés? Et si oui, pourquoi? Et sinon, aussi pourquoi? Là, vous aurez à la fois un effort à faire en termes de cas par cas et d'agrégation des résultats. Mais vous allez pouvoir retrouver des indicateurs, des KPI, qui vous permettront une visualisation des résultats, on y viendra, très intéressante et qui généralement parle beaucoup à la direction parce qu'il s'agit d'un élément qu'ils n'ont pas au quotidien. La culture d'entreprise, que vient-elle faire dans un audit RH-QVT? On va se poser des questions sur les valeurs. Les gens sont-ils proches des valeurs de l'entreprise? L'entreprise a-t-elle identifié des valeurs? À quoi représente la culture d'entreprise aujourd'hui? Comment est perçue la marque employeur? Donc la vision que les salariés ont de l'entreprise. Et cette culture d'entreprise qui est un sujet très vaste, il peut être intéressant de faire un retour là-dessus, lors de l'audit aussi, pour donner la réelle vision de ce que représente la culture d'entreprise, car elle évolue avec le temps et elle peut être parfois un peu déconnectée de la vision qu'à la fois les équipes et la direction peuvent avoir, car cette culture se fait en cohésion avec tout le monde. Sur la partie organisation interne, on va se poser des questions cette fois-ci sur la définition des postes, sur la visualisation de l'organisation. Existe-t-il un organigramme? Existe-t-il un trombinoscope? Si oui, sont-ils à jour? Sinon, pourquoi? Et comment pouvons-nous faire ça par la suite? Donc voilà, là l'idée, ça va être plus un travail d'enquête, de documentation, dont la fameuse documentation à mettre à disposition dès les débuts, pour comprendre quelle est l'organisation, où sont les pistes d'amélioration si nécessaire, et puis quels sont les enjeux auxquels elle va pouvoir faire face à l'avenir en vue de l'application de la nouvelle stratégie, s'il en existe une, de l'entreprise. On va également parler de format de travail. Les politiques de télétravail,
Est-elle respectée? Est-elle mise en place? Est-elle satisfaisante? Les employés se sentent-ils à l'aise avec tout ça? La gestion des contrats courts et des différents statuts dans l'entreprise. Donc on parle de salariés par excès de langage, mais en fait on va avoir des stagiaires, des alternants, des intérimaires potentiellement. Donc voilà, tous ces contrats-là, comment sont-ils gérés? Est-ce que la cohésion globale se fait? Et puis on va retrouver nos notions de sécurité. Les consignes de sécurité existent-elles? Sont-elles clairement affichées? La prévention des TMS et des RPS, des troubles musculo-squelettiques, donc tout ce qui va être ergonomie, est-ce qu'on a un problème là-dessus ou pas? Est-ce que c'est un sujet ou pas? Et les risques psychosociaux bien évidemment aussi. Et puis, dernier point, et pas des moindres, et je le garde en dernier pour mettre un point d'accent là-dessus, l'outillage. On parle d'outillage dans les ressources humaines avec des systèmes d'information de ressources humaines qui vont être des logiciels permettant de faciliter les choses, mais on va avoir aussi tout un ensemble de logiciels et d'applicatifs utilisés par les employés au sein des entreprises, que ce soit pour leur travail en externe au vu des clients éventuellement, mais également dans la gestion de leur vie en entreprise. Il est important aujourd'hui de s'appuyer sur ces sujets-là, d'avoir les bons outils adaptés aux bons besoins pour justement pouvoir avancer avec la société qui nous entoure et avancer avec le digital pour l'utiliser à bon escient et pouvoir avoir des bons outils qui correspondent aux bons besoins. Voilà l'ensemble des sujets qui vont être traités lors de ce genre d'audit. C'est quelque chose de très vaste et comme je vous le disais précédemment, évidemment, il va falloir cadrer. On peut balayer l'ensemble des sujets, auquel cas il s'agira d'un audit global. Cependant, il est également important de zoomer et de se dire « Ok, très bien, moi c'est ça, ça et ça qui m'intéresse en priorité. Allons regarder ce qu'on peut faire là-dessus. » Alors maintenant que vous avez un aperçu global des différentes thématiques qui peuvent être traitées lors d'un audit RH QVT, on va se demander comment, quelles sont les grandes étapes. La première grande étape sur ces 3 étapes va être la préparation. Ensuite, on va parler d'évaluation, puis de restitution. Il est important de relever que ces 3 étapes sont d'une importance égale. Une bonne préparation facilitera l'évaluation et garantira la qualité de la restitution. Je vais zoomer sur ces sujets-là dans la suite de la présentation pour justement détailler la méthodologie de chacune des étapes. Avant de rentrer dans le détail des étapes, en termes de planning, à quoi ça ressemble? Alors là, l'image que vous avez à l'écran est volontairement décorrélée d'une notion de temporalité, ce qui n'empêche que l'ordre importe. Il y a 4 piliers, 4 événements dont on ne peut pas se détacher lors de la réalisation d'un audit. Tout d'abord, une réunion d'ouverture est nécessaire. Elle permet de présenter les ambitions et les enjeux de ce diagnostic qui va être fait à l'ensemble des personnes concernées. En fonction de ce qui a été discuté lors de la décision du lancement de l'audit, elle pourra être faite en présence de l'ensemble des collaborateurs ou d'un certain nombre, peut-être ceux qui seront interrogés par la suite, ou éventuellement de la direction. J'ai personnellement une grande préférence pour l'annonce publique à l'ensemble des collaborateurs. Néanmoins, en fonction des enjeux, des raisons de l'audit et peut-être du contexte, on va dire, stratégique, il peut être nécessaire de réduire le nombre de personnes présentes, ce qui n'empêche qu'il est important d'ouvrir l'audit par une présentation de ce qui va être fait. Au cours de l'audit, la rédaction d'un rapport provisoire va se faire, suite aux premières étapes d'analyse. Ce rapport provisoire devra être amené en phase contradictoire pour être challengé par la direction, par les différentes parties prenantes, pour l'adapter, pour le corriger. Évidemment, l'audit étant réalisé par un humain, il existe un biais de jugement. Cette phase contradictoire va permettre d'éliminer ce biais et d'optimiser, on va dire, les recommandations et ce qui va être inclus au diagnostic à terme. Il est important de se rappeler que l'auditeur n'est pas seul dans la construction de ce diagnostic.
il le pilote, il le mène, il le cadre, mais ce sont les échanges avec les équipes et la direction qui vont permettre d'avoir justement un travail abouti. Suite à cette phase contradictoire, là, une remise du rapport définitif pourra être faite, devra être faite. Mais cela n'empêche pas de prévoir une réunion de clôture. Il me semble important, voire même essentiel, par souci de transparence, de cohérence, d'avoir une restitution publique, à la fois et principalement auprès des personnes qui ont été impliquées dans le processus de diagnostic, mais également, pourquoi pas, en fonction de la suite prévue, auprès de l'ensemble de l'entreprise. Donc voici les 4 éléments qui sont indissociables et garants d'une bonne qualité d'audit. Alors si nous revenons à nos 3 grandes étapes, comment on s'y prend ? À quoi font-elles référence ? La première étape est celle de préparation du terrain. L'objectif est simple, comprendre le contexte et planifier la suite de l'audit en conséquence. Il va être de mise d'identifier les raisons de la mise en place de l'audit qu'on a abordé en première partie, mais également d'étudier la situation actuelle de l'entreprise, l'urgence, s'il en existe une, et les différentes attentes qui existent déjà avant même d'avoir initié l'audit. Ensuite, grâce à tous ces éléments de contexte, on va pouvoir déterminer la thématique précise de l'audit, au-delà de ce qui aura été demandé initialement. On pourra peut-être les adapter, les compléter. Et puis, on pourra, avant de les atteindre, détailler des objectifs. Qu'est-ce que je cherche à avoir comme critère, comme élément ? Quelle réponse je veux ? Bien sûr, on ne va pas exiger la réponse telle quelle, mais voilà, à quelle question je veux pouvoir avoir répondu à la fin de l'audit. Et puis pour répondre à tout ça, quels sont les critères sur lesquels je vais me baser ? À la fois quantitatif et qualitatif. Il est très important de mélanger les deux. On va pouvoir à la fois faire sous forme de sondage, vous le verrez, mais également d'interview. Et souvenez-vous que même dans une discussion libre avec un collaborateur, il est possible d'en extraire des critères quantitatifs. Un dernier point en préparation du terrain sera de planifier la réalisation. Très bien, maintenant que je connais les enjeux, les attentes et les critères, de qui j'ai besoin, de quels moyens j'ai besoin, de quel temps, combien de temps les choses vont me prendre et qu'est-ce que j'annonce, sur quoi je m'engage lorsque je ferai ma réunion d'ouverture. Un petit conseil sur ce point-là va être de rédiger le plus clairement possible la thématique et les sujets attendus lors de la rédaction de votre lettre de mission dès le départ pour éviter de futurs malentendus. Qu'on ne puisse pas venir vous dire « mais tu n'as pas traité ce sujet-là » lorsque le sujet ne faisait pas partie des attentes initiales. Une fois le terrain bien préparé, on va pouvoir passer à l'évaluation et à la réalisation des travaux. Donc la partie qui, en termes de temps, sera la plus longue. L'objectif ici est de récolter un maximum d'informations de qualité pour réaliser une analyse claire, justifiée et exhaustive. On va avoir ici également 6 étapes. La première, donc, on en a parlé précédemment, est d'organiser une réunion d'ouverture pour présenter les enjeux et la méthodologie. Une seconde étape sera donc de récupérer, puis d'étudier la documentation existante. Par documentation, on entend à la fois au niveau informatique, les différents dossiers, les différents documents qui auraient été numérisés, mais également la partie papier, parce que dans beaucoup d'entreprises, il existe encore pas mal de documents papier intéressants. Il y a peut-être parmi toute la documentation que vous récupérerez, pas tout qui vous servira, mais il est important de pouvoir avoir accès à tout pour s'assurer de l'exhaustivité de l'enquête. Dans un troisième temps, il va être important de planifier, puis de réaliser des entretiens individuels. Si vous avez la chance de travailler avec une entreprise de petite taille, profitez-en, rencontrez tout le monde.
Si vous n'avez pas cette chance ou pas ce temps, il existe d'autres façons de sonder les salariés, à la fois en sélectionnant différents salariés qui vont vous permettre d'avoir un panel représentatif de l'entreprise, en s'assurant que chaque secteur, chaque équipe est représentée lors de votre enquête. Mais également, il peut être intéressant de faire passer un sondage qui va être envoyé à l'ensemble des collaborateurs pour s'assurer de la cohérence de ce qui remonte de façon globale et de vos entretiens qui n'auront pas, pour le coup, été exhaustifs. Ensuite, il est également possible de réaliser des entretiens collectifs pour justement mettre en lumière certains éléments, observer certaines choses. C'est pas forcément obligatoire, mais ça peut être un plus si vous avez l'occasion de le faire. Et puis, dans toute cette enquête, dans toutes ces observations et toutes ces discussions, vous allez récolter un maximum d'informations. Ces informations, il faudra les réunir et les traiter pour pouvoir les analyser. Et cette analyse, derrière, devra être documentée, justifiée et claire au maximum. N'hésitez pas à recroiser les informations, à créer des tableaux dynamiques croisés, pour ceux à qui ça parle éventuellement sur Excel, de recroiser les informations, de se dire tiens, cet indicateur, si je regarde par département dans l'entreprise, est-ce que j'ai une grande variabilité ou pas? N'hésitez pas à creuser l'enquête, à ne pas rester sur des indicateurs globaux, mais à aller zoomer sur chacun des services et des départements. Vous en gagnerez en efficacité dans vos recommandations. Le conseil sur cette partie-là sera de garantir la confidentialité des échanges. Une personne, lorsque vous lui direz « Tu sais, dans mon contrat, j'ai demandé à inscrire une confidentialité totale sur les entretiens. » Vous ne vous engagez pas pour la suite, vous vous engagez pour la confidentialité de l'audit. Lorsque vous annoncerez cela, vous verrez immédiatement les personnes se détendre. Et puis, vous permettrez une meilleure authenticité, une meilleure fluidité dans la discussion et puis forcément une meilleure qualité de rendu final. Voilà pour la partie évaluation et réalisation des travaux. Et puis sur cette partie-là, n'hésitez pas à prendre du temps, à vous détacher des choses, à prendre de la distance. La troisième et dernière étape est l'étape de restitution et de synthèse générale. Comment fait-on pour que toutes ces informations finissent dans un rapport et soient toutes structurées et argumentées? Donc là, l'idée, ça va être certes de réunir ces informations-là et de les analyser, mais ensuite également, et c'est une étape qui n'est pas des moindres, de formuler des recommandations et des préconisations. On va donc rédiger un rapport qui va être détaillé. Ça ne peut pas être uniquement du visuel, il va falloir expliquer la démarche, la méthodologie, ce qui a été fait, de quelle manière et pourquoi on a ces résultats aujourd'hui. Ensuite, on va compléter ce travail en réalisant des recommandations adaptées, à la fois à ce que vous avez observé, mais également aux attentes initiales. C'est à cette étape-là du diagnostic que vous allez dézoomer et vous dire « Ok, au départ, je partais de quoi en fait ?» et recréer le chemin logique jusqu'à vos recommandations. Si une cohérence parfaite est apparente, c'est vraiment génial. Mais si des incohérences et les sujets remontés ne sont pas ceux attendus à l'initial, il s'agit là d'un vrai point d'attention qui fera très certainement partie de vos recommandations. Une fois que vous aurez formulé un rapport complet, définitif et illustré, vous pourrez alors, après, bien évidemment, la phase contradictoire de challenge auprès des équipes et de la direction pour s'assurer que tout est cohérent, réaliser une réunion de clôture finale avec une restitution qui permettra aux différentes parties prenantes d'avoir enfin vos résultats. Un petit conseil sur cette troisième étape va être celui d'inclure des éléments visuels lors de votre rédaction de support. C'est-à-dire que le texte, c'est parlant, les tableaux noir et blanc, c'est clair, mais plus vous rajouterez de visuels, plus vous créerez des schémas, des graphiques, plus
L'intérêt qui sera porté lors de la lecture à votre document sera grand et puis la clarté de vos messages sera importante. Voilà pour ce qui est de la méthodologie globale. Si on résume, on a donc 3 grandes étapes. On va avoir la préparation, l'évaluation et la restitution. Ce que je vous propose maintenant, ça va être de passer à une 3e partie durant laquelle on va voir justement quels sont les éléments qui vont faire la différence entre un excellent audit et un audit éventuellement incomplet ou pas forcément adapté. Et puis on y ajoutera quelques informations supplémentaires.